Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Comme désormais toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec le condensé de l'information politique africaine, où on parle de tourisme et surtout on est focalisé sur les événements qui marquent notre continent. Merci de nous recevoir chez vous. Restez des nôtres, en ma compagnie, nous passerons une belle heure d'information politique où nous allons survoler, quelque temps soit peu, le continent africain ainsi que ceux qui les animent, à savoir nos leaders et surtout les chefs d'État. Je suis Constieka. Dans cette émission, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, nous allons parler du Cameroun, du Congo-Brazzaville bien sûr, du Gabon, du Brésil d'ailleurs, parce que le chef de l'État du Bénin est allé à la rencontre des Afro-descendants, des Brésiliens. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, nous allons faire un tour en Guinée-Conakry, ainsi qu'au Burkina Faso et aux Comores. Restez des nôtres dans ce programme et vous avez fait le très bon choix de choisir ce petit écran, cette chaîne de télévision. Parlons-en de la Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rendu un hommage mérité et fait ses adieux au président Henri Konan Bédié. Cette cérémonie d'hommage a été présidée par l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo. Ensuite, on présentera aussi cette cérémonie d'hommage rendu à l'ancien président Henri Konan Bédié avec cette escale à la maison du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et ensuite dans son village à Daoukro. Je l'avais dit il y a 2 semaines qu'à travers cette émission, on vous présentera comme ça les dernières articulations d'au revoir au Sphinx de Daoukro, à son Excellence Henri Konan Bédié, parti de ce monde, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Vonon Eddy, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Henri Konan Bédié, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, du 22 décembre 1980 au 7 décembre 1993, est la 5e personne à avoir occupé cette fonction. Aujourd'hui, sa dépouille est arrivée dans l'enceinte de l'institution parlementaire. La représentation nationale rend hommage à un de ses anciens présidents. Ancien député de Dabakala, l'honorable Hassana Sangaré se remémore les moments passés avec le défunt président Henri Konan Bédié à l'hémicycle. Le président Henri Konan Bédié a conduit les parlementaires dans l'union, la discipline et le travail. C'était un homme d'action, soucieux de l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs et des élus de la nation sans expertise. Sous sa gouvernance, les parlementaires formaient une équipe solidaire dont la nation était fière. C'était un homme sans histoire par sa nature. Au cours de sa longue carrière politique, le président Henri Konan Bédié aura passé 13 années à l'Assemblée nationale. Le parcours de l'illustre disparu est évoqué ici par les députés de l'actuelle législature. Le grand homme que nous avons aimé, qui nous a aimé son pays, la Côte d'Ivoire, de tout son cœur, et lui a consacré toute sa vie, a été rappelé au Créateur, en nous laissant toutes et toutes orphelins. Le président aimé Henri Konan Bédié a rejoint ainsi le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Il a rejoint tous les combattants et les combattants de la liberté pour le progrès. Il nous passe le témoin de ces combats. Il nous passe le témoin de ces rêves inachevés. Nous avons donc ensemble le devoir, la responsabilité d'avancer pour les réaliser pour le bonheur de nos populations. Des récits et des paroles empreintes de compassion sur le regard triste de sa famille biologique et politique. L'actuel président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, a rendu hommage à un homme qui a privilégié le dialogue et les consensus, qui a œuvré au service de la nation. Une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire vient de nous quitter. Chers collègues,
à tous et à toutes. Je voudrais vous inviter à prier pour le repos de l'âme de celui-là même. Comme un baobab s'est couché. Mais s'est couché pour que l'espérance soit au rendez-vous de la génération que nous constituons, parce que son rêve, c'est la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire sociale, la Côte d'Ivoire du travail, et il a toujours rêvé d'une Côte d'Ivoire forte, forte de sa diversité, d'une Côte d'Ivoire qui obéit à l'épanouissement de son peuple. Après avoir terminé les hommages nationaux, le PDCI RDA a rendu un hommage émouvant à son président Henri Konan Bédié à la maison du PDCI et dans son village à Daokro. La cérémonie émouvante et remplie d'émotions où des élus, des cadres, des sympathisants et des militants du parti ont eu l'occasion de saluer la mémoire de leur leader affectueusement appelé Onzwemba. Le président Henri Konan Bédié laisse une empreinte indélébile sur le parti et la Côte d'Ivoire, comme le témoigne l'unité et la solidarité manifestée lors de cette cérémonie d'adieu en présence de sa famille biologique, sa famille apolitique, amitié et connaissances. Après cette note triste avec laquelle nous avons ouvert ce programme, il est tout à fait normal, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, s'en est allé. Toute la nation ivoirienne compatit à cette grande douleur qui est la leur, ainsi que celle de sa famille biologique et de sa famille politique. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, juste après la réclame. Au Cameroun, nous allons revenir sur cette fête de nos mamans, de nos mères, de toutes celles qui enfantent, c'est-à-dire qui donnent la vie à l'être humain. La fête des mères au Cameroun a connu une réelle effervescence populaire. Nous allons nous rendre compte à Douala, à la mairie du 2e arrondissement, avec Madame Denise Fambou, maire de Douala 2e. Un reportage de Stéphane Negou, Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Célébrer la mère, celle qui donne vie et éduque les enfants au quotidien, c'est dire merci à la femme, mère de l'humanité, pour l'amour, l'affection et la joie qu'elle apporte dans le monde à travers la procréation. À Douala, dans le 2e arrondissement de la capitale économique du Cameroun, la célébration de la fête des mères a connu une effervescence tout en couleurs. Des centaines de mamans se sont réunies autour de Maître Denise Fambou, maire de la dite localité, pour rendre un vibrant hommage à toutes les mères. C'était en présence du représentant du maire de la ville de Douala, du sous-préfet du 2e arrondissement de la ville de Douala et de plusieurs autres personnalités. L'occasion faisant le larron, cette fête des mères coïncidait avec la 14e édition du concours de l'association féminine la plus citoyenne. Un événement placé sous le haut parrainage du maire de la ville, le docteur Roger Bassadiné. Nous avons voulu, à travers cette fête, trouver le moyen de sensibiliser les mamans et leur dire que pour fêter, il faut également être propre. Et nous avons trouvé un stratagème. Il ne fallait pas tout simplement venir fêter, mais il fallait trouver un moyen de passer le message de ce que nous voulons que notre ville ressemble. Et nous voulons faire de Douala 2e une ville propre où il fait bon vivre. Et je pense que le message est passé depuis 14 ans, nous sommes là. Et nous avons donné ici le nombre de jours de participation de ces femmes durant l'année écoulée. Nous sommes partis de 5000 jours de travail à 15 000 jours. Donc ça veut dire que le nombre va croissant et que le message est passé. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous fêtons ensemble la propreté en même temps que nous fêtons la fête des mères. Les associations gagnantes ont reçu des récompenses allant de 450 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour leur participation à l'assainissement de la ville de Douala. Une récompense qui donne davantage, plus de force et de détermination à ces femmes dans le travail. C'est le sentiment d'un sous-préfet avant-gardiste. Je n'ai pas besoin, et ce serait pas une vantage de dire que Newbell continue de s'embellir davantage. C'est l'occasion pour nous d'une fois de plus transmettre ici nos encouragements à Madame le maire qui, comme vous pouvez le constater, ne ménage aucun effort pour faire de notre cité un endroit où faire beau vivre. Et généralement, on a l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu le veut également.
Ce sont ces femmes amazones de la propreté qui, au quotidien et chaque jour, sont à pied d'œuvre pour rendre nos rues belles, nos quartiers et même dégager les drains, comme vous avez pu le voir en image tout à l'heure. Et quelle meilleure occasion, sinon la fête des mères, pour récompenser ces femmes et les encourager à continuer. Douala King City is possible. C'est l'opération qui est en cours sous l'égide de la mairie de la ville. Et je crois que le maire de la ville a la preuve aujourd'hui que les populations, et notamment les dames de Douala 2e, sont à ses côtés et sont déterminées à atteindre l'objectif. En tout cas, en ce qui concerne Douala 2e ou New Bell de façon plus simple, Douala is already clean. Une initiative de la mairie de Douala 2e qui continue de séduire les autorités de la ville. La célébration de la fête des mères est non seulement une occasion pour rendre hommage à la femme, mais aussi et surtout une occasion pour encourager sa contribution au développement du pays. La mairie de Douala 2e est résolument engagée à encourager les associations féminines qui travaillent à rendre la ville de Douala propre. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 15e édition. Après le Cameroun, nous restons du côté de l'Afrique centrale avec le Congo-Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo. Au Congo-Brazzaville, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et son homologue du Kenya renforcent la collaboration entre leurs pays. Reportage Raoul Sankoué, Jean-Richard Gozo, Séverin Tchatchoa et Marcel Bassolé. Suite à la signature en septembre 2018 de l'accord régissant cadre sur la coopération entre le Congo et le Kenya, les deux pays ont manifesté leur désir de renforcer davantage leurs relations d'amitié et de fraternité par des visites réciproquement des délégations ainsi qu'en organisant des rencontres au plus haut niveau de l'État. C'est dans cette perspective que le président du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu des discussions fructueuses avec son homologue kényan, son Excellence William Ruto, le lundi 27 mai 2024, sur des sujets tels que la coopération bilatérale et le changement climatique. Lors de cette entrevue, le président congolais a officiellement convié le président du Kenya à assister au sommet sur la déforestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. De plus, lors de sa dernière visite d'État au Congo, du 7 au 9 juillet 2023, les chefs de l'État Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont démontré la vitalité de la coopération entre les deux pays en signant plusieurs accords dans différents domaines, tels que la politique, la diplomatie et l'économie. Parmi ces accords, on retrouve le mémorandum d'entente dans les domaines du pétrole et du gaz, ainsi que dans celui de l'agriculture et de l'élevage. Lors de leur échange d'environ 1 heure, les deux dirigeants ont souligné l'importance de concrétiser ces différents accords au bénéfice des peuples congolais et kenyans. Un autre sujet abordé par les deux chefs d'État, c'est le développement durable en Afrique, en lien avec la tenue en Nairobi des réunions annuelles de la Banque africaine de développement. Toujours en Afrique centrale, nous faisons un petit crochet au Gabon, le pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et dans ce pays, le Premier ministre gabonais Raymond Donsima a accordé une audience au ministre marocain de l'Enseignement supérieur. Reportage Raoul Sankoué, Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoa et Teddy Ossé, le correspondant officiel de CNN, Radio Voltage 2 et C-Web Info du côté de Libreville. En provenance de Brazzaville au Congo, où il a pris part à la 41e session du Conseil des ministres du CAMEX, Conseil africain et malgache des enseignements supérieurs. Les tenants et les aboutissants du partenariat signé le lundi 27 mai 2024 entre le Gabon et le Royaume-Uni du Maroc dans le domaine de l'enseignement supérieur ont été présentés par M. Abdelatif Marawi, ministre marocain de l'enseignement supérieur, au Premier ministre gabonais Raymond Donsima. Nous avons, avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, nous avons signé une convention de coopération pour essayer de renforcer, de raffermir encore davantage les relations en matière de coopération universitaire et en particulier la mobilité des étudiants, parce que la centralité de l'étudiant aujourd'hui est très importante pour l'avenir des jeunes, pour construire un capital humain pour nos deux pays
Et puis nous avons également travaillé sur la mobilité des enseignants-chercheurs, mais également la mobilité des administratifs et des techniciens, en tout cas tout l'écosystème universitaire pour essayer de participer à la fabrication d'un capital humain qui soit résilient, qui soit adaptable, compte tenu de toutes les transformations que nous vivons ensemble. La signature de ce partenariat fait en présence du ministre gabonais de l'enseignement supérieur, le professeur Hervé Ndoumé Essingon, la collaboration entre le Gabon et le Royaume du Maroc. Les deux pays ont des relations bilatérales qui ont duré un peu plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, au Maroc, le nombre d'étudiants gabonais qui sont dans nos universités dépasse les 6500 et c'est la première la cohorte d'étudiants étrangers qui existe dans notre pays, puis que nous allons continuer à renforcer. Aujourd'hui, nous subissons tous des transformations et des ruptures sur le plan scientifique, sur le plan technologique, mais aussi sociétal, et que la jeunesse nous permettra, si on la forme bien, si on puisse, j'allais dire, renforcer ses compétences, elle nous permettra de franchir avec beaucoup de bonheur toutes les difficultés que nous pouvons éventuellement avoir. Le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement Raymond Sima, a souligné l'importance de cette nouvelle collaboration qui va renforcer les liens entre le Gabon. Après cette belle rencontre présidée par le Premier ministre gabonais, nous allons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous allons parler de l'éducation, juste après la réclame. Et oui, il s'agit des examens de fin d'année qui concernent le secondaire et surtout le ministère dirigé par une brillante ministre, Mme Mariatou Koné. On parle du BEPC. Cette session 2024 en Côte d'Ivoire est un coup réussi du ministre de l'Éducation nationale, Mme Mariatou Koné, avec zéro tricherie. Et vous comprendrez pourquoi dans ce reportage signé Ousmane Koulibaly, Lévite Eddy Vonon, Marcel Bassolé, Constant Ika. Le lundi 27 mai 2024, au total, 647 450 candidats, dont 577 089 officiels, 57 799 libres et 12 562 élèves du secondaire qui ont pris part au test d'orientation en classe de seconde, composant pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, en sigle le BEPC. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées le lundi 27 mai 2024 au lycée moderne d'Abidjan-Cocody par Mme Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la République de Côte d'Ivoire. La ministre Mariatou Koné s'est félicitée en déclarant que le canton moraire a été atteint pour cette année scolaire 2024. Elle a rajouté que c'est la première fois que son ministère de tutelle organise des examens au terme d'une année scolaire sans perturbation. En outre, elle a souhaité bonne chance à tous les candidats. Après le lancement des épreuves écrites, la ministre Mariatou Koné a effectué une visite au lycée Sainte-Marie de Cocody, où elle a pu s'imprégner du dispositif technologique de pointe installé pour surveiller les centres de composition. Sur les lieux, elle s'est réjouie de la baisse drastique de la tricherie grâce au dispositif technologique de contrôle mis en place sur toute l'étendue du territoire national afin que les résultats reflètent la réalité. Ces candidats, comprenant 330 464 filles, composent du lundi 27 au vendredi 31 mai en composition française, mathématiques, anglais, histoire, géographie et éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. En sigle EDHC dans 1010 centres. Proclamation des résultats officiels le 18 juin 2024. Quant aux épreuves orales et pratiques, elles se sont tenues du 22 au 25 mai 2024. Voilà, des examens qui se passeront dans une ambiance parfaite, avec des jeunes élèves qui obtiendront à coup sûr un 100% au BEPC et ensuite devront se rendre dans une très belle université qui forme des vrais cadres, des futurs dirigeants de nos pays africains, des futurs ingénieurs, enfin qui trouveront tout ce qu'il faut pour réussir leur avenir. Et surtout, limiter des frais à leurs parents, éviter le stress des parents de savoir leur progéniture
très très loin en hexagone, dans des pays aussi lointains, et qui seront restés en Afrique grâce à cette très belle université qui est l'Université internationale de Libreville, située juste à quelques petites heures de nos différentes capitales africaines. C'est l'heure du petit clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Et oui, nous avons parlé du BEPC en Côte d'Ivoire, on vous a aussi parlé de cette belle université qui forme des cadres et qui a toutes les filières, qui passent de la médecine au droit, à tout ce que vous voulez, et qui est l'œuvre d'une compatriote gabonaise qui a voulu léguer à la progéniture, qui a voulu léguer à des générations futures le savoir. C'est le plus gros héritage qui est un gros manquement à l'Afrique et qui fera de l'Afrique une Afrique meilleure, parce que rien de beau que de savoir, d'étudier et d'avoir la connaissance pour aborder tous nos univers, aussi compliqués soient-ils professionnellement. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous restons un tant soit peu au Gabon et là nous allons parler des activités du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et son épouse, la première dame Zita Oligui Nguema, ont quitté Libreville mardi 28 mai 2024 pour Paris. Dans ce reportage signé Teddy Ossé, notre correspondant, le correspondant de CNN, de C-Web Info et de Radio Voltage 2, du côté de Libreville, et la célèbre voix de Charlotte Abdoulaye. Le mardi 28 mai 2024, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et la première dame Zita Oligui Nguema ont quitté Libreville pour se rendre à Paris. Au salon d'honneur de l'aéroport international Léon Bar, le vice-président de la transition, le Premier ministre, plusieurs autres autorités administratives et militaires ont exprimé leur gratitude au chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis le 30 août 2023, le Gabon connaît une nouvelle ère. Cette première visite officielle en France offre l'opportunité au chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'échanger avec son homologue français, son Excellence Emmanuel Macron, sur les principales questions de coopération bilatérale qui remontent pour les plus anciennes aux années 1830. Ainsi, c'est un président de la République gabonaise qui saisira cette occasion pour redéfinir les principales orientations du partenariat entre le Gabon et la France, avec le MEDEF pour la partie française et la NPI pour la partie gabonaise. Il s'agira d'identifier les possibilités d'investissement et de coopération dans divers secteurs tels que le commerce, l'énergie, l'environnement et le numérique, pour ne mentionner que quelques-uns. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, aura également une conversation avec la diaspora gabonaise résidant en France. Cette rencontre permettra sans doute d'évoquer les conclusions du dialogue national inclusif qui établit les fondements de la nouvelle République qui restaure la dignité du peuple gabonais. Succès indéniable le mercredi 29 mai 2024 au Salon Hoche à Paris où s'est tenu le premier forum économique Gabon-France organisé par la Fédération des entreprises du Gabon, le Mouvement des entreprises de France et le ministère de l'économie par le biais de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. La première édition du forum économique Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliards d'euros. Le premier forum Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliards d'euros,
dont les MOU irrélatifs vont être signés en votre présence. De façon détaillée, il s'agit de 2 protocoles signés avec le gouvernement français. La déclaration d'intention portant sur l'appui au programme de remise à niveau du Transgabonais, PRN. La déclaration d'intention relative au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Ce sont également, Monsieur le Président, plusieurs autres documents contractuels qui vont être signés avec les entreprises françaises et gabonaises, à savoir le protocole d'accord sur le développement de la concession du chemin de fer transgabonais, dont le montant à mobiliser par l'État gabonais et la CETRAG est de 470 milliards de francs CFA. La première édition du Forum économique Gabon-France a réuni 600 chefs d'entreprise gabonais et français. 2 protocoles ont notamment été signés avec le gouvernement français. Le premier portant sur l'appui du programme de remise à niveau du Transgabonais et le second relatif au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Sur le volet économique et social, nous avons relancé des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Certes, la part de marché des opérateurs français a diminué ces dernières années, mais il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Pour le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite officielle en France grâce au Forum de Paris, l'opinion internationale a été rassurée quant au climat des affaires au Gabon, un pays plein d'opportunités et d'espoir. Après le Gabon, retour en Côte d'Ivoire et les presses au quotidien du ministre de la Défense en Côte d'Ivoire, ce ministère qui est au four et au moulin pour garantir la sécurité de tous les Ivoiriens, tous ceux qui y vivent. L'heure est à la défense et comme dit bien cet adage, qui veut la paix prépare la guerre. La lutte contre le terrorisme est une obsession pour le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, souhaite offrir un cadre de vie sécuritaire à ses compatriotes ivoiriens, en multipliant les actions pour la stabilité du pays. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé et Constant Ricard. Sur le plan de la défense nationale, tout en saluant la détermination du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, notons que la ligne de défense n'a pas changé. Mieux, elle s'intensifie. La lutte se mène sur plusieurs fronts, militaires, économiques, juridiques et social. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Défense nationale, ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et assurer la stabilité du pays. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est sur tous les fronts, soucieux de la préservation de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones frontalières. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme en sigle AILT de Jacquesville a accueilli l'exercice annuel du Flintlock, organisé par le commandement des forces spéciales des États-Unis pour l'Afrique. L'objectif de cet exercice est de faire face aux menaces asymétriques sur le continent. 1300 militaires issus des forces spéciales américaines, ivoiriennes et de plusieurs autres pays tels l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, la Grande-Bretagne et la France ont pris part à cette formation qui s'est déroulée du 13 au 24 mai 2024. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire renforce les capacités opérationnelles de son administration douanière sur la circulation des armes chimiques.
qui constituent des armes de destruction massive les plus utilisées. Un atelier pair à pair sur l'utilisation des armes et produits chimiques s'est ouvert le 21 mai 2024 à Abidjan. La menace terroriste étant considérée par les experts comme une pieuvre, les autorités ivoiriennes se sont engagées dans une lutte multiforme. Ainsi, de nombreuses actions sont menées et se conjuguent pour freiner la menace qui gronde. Après la Côte d'Ivoire, où la sécurité est une obsession particulière pour le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, une obsession pour la sécurité de ses compatriotes ivoiriens, nous allons tout de suite du côté du Brésil, juste après la réclame. C'est tout simplement un rapprochement, une ouverture totale qu'offre le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, à des afro-descendants, à tous ces Brésiliens originaires du Bénin, parce qu'on sait tout simplement les mouvements de l'esclavage en ont fait des afro-descendants. Et une case qui est représentative de cette image sera visitée par le président de la République du Bénin, qui s'est rendu du côté du Brésil. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, qui est allé vendre aussi la destination Bénin au Brésil, avec des annonces importantes, comme nous le relève ici ce reportage de Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé et Gérard Richard Gozo. Dans la poursuite de son séjour en terre brésilienne, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a effectué une visite à la Casa do Bénin, à Salvador de Bahia. La Casa do Bénin est un lieu emblématique qui relate, à travers des œuvres d'art et des vestiges historiques, la relation entre la culture béninoise et afro-brésilienne. Son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, a encore une fois souligné les mérites et l'attrait de l'économie béninoise et invité les Brésiliens à s'intéresser davantage au Bénin. À cette occasion, 3 annonces importantes qui contribuent à encourager les échanges entre le Brésil et le Bénin. Il s'agit notamment de l'octroi de la nationalité béninoise et du passeport béninois à tous les afro-descendants qui en manifestent le désir. La suppression du visa d'entrée sur le sol béninois à tous les Brésiliens et une liaison aérienne directe et régulière entre le Brésil et le Bénin au départ du Salvador de Bahia à destination de Cotonou. Le développement humain qui a été forcé dans le passé doit être spontané et volontaire par la coopération entre les peuples. C'est pour ça que la liaison aérienne entre le Bénin et le Brésil, entre Salvador et Cotonou, qui se fera régulièrement à peu de coûts et pour lequel les afro-descendants n'auront pas besoin de visa parce qu'ils auront tous le passeport béninois et pour lequel les autres Brésiliens n'auront pas besoin de visa parce qu'avec leur passeport, ils peuvent aller au Bénin librement. Cela sera l'occasion pour nous de tisser des liens de coopération, de travail, d'investissement, de coopération technique et d'intérêts, d'échanges commerciaux. Ainsi, la collectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines. Et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer. Mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences, que nous avons tout à gagner en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. De ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, et qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est donc pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumbi Berger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été le prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie
à la maison du Brésil, à la maison du Bénin, ici à Salvador. Et monsieur le préfet, avec votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ces lieux qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne vais pas arracher cette maison à votre affect, mais vous allez permettre que désormais ce soit ensemble que nous occupons de cette maison. Merci encore. Le président béninois, son excellence Patrice Talon, a émis le souhait de voir les liens d'amitié entre les deux peuples se transformer rapidement en partenariats commerciaux afin de favoriser les échanges et de favoriser la croissance du Bénin. Nous quittons le Brésil et ça fait énormément plaisir. Je crois que des pays, tous les pays africains d'ailleurs, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Camerounais, les Ivoiriens, devront essayer par des analyses d'ADN, essayer de voir dans tous ces afro-descendants du côté de la Caraïbe, des États-Unis, leurs origines sont peut-être d'ici. On aura peut-être droit à de nombreuses agréables surprises de voir que certains de nos frères américains sont originaires de tous nos pays. Nous allons en RDC, la République démocratique du Congo, présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République démocratique du Congo a reçu des ambassadeurs de l'Union européenne. Une rencontre planifiée depuis de longue date a été effective le vendredi 24 mai 2024. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Ce vendredi 24 mai 2024, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo à la cité de l'Union africaine. Monsieur Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, conduit une délégation de diplomates venus rencontrer pour la première fois le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis sa réélection en décembre 2023. Grâce à cette rencontre planifiée depuis longue date, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC a été revisé. Cette rencontre avait été déjà planifiée un peu en avant. C'est une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaire stratégique. Et notre envie de renouveler ces partenariats entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les ambitions du président pour son deuxième mandat. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais de l'Union européenne. Au sujet des événements du dimanche de Pentecôte, l'ambassadeur Berlanga Martinez n'a pas fait trop de commentaires, mais a condamné ces événements malheureux. Ce qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est notre solidarité avec ce qui se passe à l'est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer dès que possible une paix durable et aussi notre soutien pour les développements et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Et nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Outre M. Nicolas Berlanga, cette délégation des diplomates était constituée de Henrik Rasbrand, ambassadeur de Suède, Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie, Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, Angèle Samoura, ambassadeur des Pays-Bas, Carmen Diaz Orejas, ambassadeur d'Espagne, Francisco Meireles, chargé d'affaires en pied du Portugal, Didier Larocque, chargé d'affaires à l'ambassade de France, Didier David Marinis, chargé d'affaires à l'ambassade de Grèce, Levent Zabo, chargé d'affaires à l'ambassade d'Hongrie, Julie Makosova, chef de mission adjointe de la République tchèque, et Madame Mathilde Sedwin, chef de délégation adjointe de l'Union européenne.
Retour en Côte d'Ivoire, où nous allons parler de l'évolution au quotidien de la transformation de nos produits locaux, à savoir des produits vivriers. Essayer de ramener un tout petit peu l'État à une autosuffisance alimentaire. Et ça bouge très bien avec des programmes du PS-Gouv. La transformation du manioc, par exemple, et l'aquaculture bénéficient du soutien du PS-Gouv dans les régions de Boisflé et Boaké. Vous verrez comment en Côte d'Ivoire, tout se met en œuvre pour qu'on soit autosuffisant et surtout qu'on a peine à transformer nos matières premières, alimentaires, vivriers, pour d'abord assouvir le grand besoin national et penser aussi à l'exportation. Et le ministre de la Promotion de la Jeunesse est vraiment en action permanente pour occuper véritablement les jeunes. Il veut faire du 100% jeunesse occupée en Côte d'Ivoire, professionnellement parlant. Nous allons nous rendre du côté de Boaké et de Boisflé. Ensuite, nous irons au Sofitel Hôtel Ivoire pour assister au lancement par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, de la plateforme numérique du contenu local. Grâce à ce reportage d'Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ika. Au sujet de la transformation du manioc, bénéficiaire de l'accompagnement du PS-Gouv, l'unité de transformation de manioc de Broukro ambitionne de passer de 420 tonnes par an à 820 tonnes. C'est à Boaké le 27 mai 2024 qu'une mission conjointe de la coordination générale du programme social du gouvernement, en sigle PS-Gouv, conduite par le coordonnateur général Nonkama Koulibaly et une équipe de la Banque africaine de développement, en sigle BAD, conduite par François Wongé, a visité le lundi 27 mai à Boaké l'unité de transformation de manioc de Broukro, un projet réalisé dans le cadre du programme d'appui au PS-Gouv, en sigle PS-Gouv. Monsieur François Wongé, qui s'est imprégné de l'évolution de l'unité de production de manioc, a révélé les défis auxquels les femmes sont confrontées et les a invitées à chercher de nouveaux marchés afin de passer d'une unité semi-industrielle à une unité industrielle. Madame Kwaku Afoui Monique, présidente de la coopérative propriétaire de l'unité, ambitionne d'augmenter sa capacité de production en la faisant passer de 420 tonnes par an à 820 tonnes. Mais pour y parvenir, elle envisage de diversifier la production des dérivés du manioc. L'objectif étant de conquérir le marché européen après ceux de la sous-région pour accroître leurs revenus. Pour elle, l'apport du PS-Gouv a été bénéfique au fonctionnement de l'unité semi-industrielle. Au sujet de l'aquaculture, le développement de l'aquaculture, le PS-Gouv dote 11 jeunes pisciculteurs du village de Blanfla, dans la région de Boisflé, de matériel d'exploitation piscicole. C'est à Boisflé, le 28 mai 2024, qu'un important lot de matériel d'exploitation piscicole a été remis à 11 jeunes pisciculteurs du village de Blanfla, dans la région de Boisflé, dans le cadre du projet d'appui au programme social du gouvernement, en sigle PS-Gouv. C'était à l'occasion d'une mission conjointe de la coordination générale du programme social du gouvernement, en sigle PS-Gouv, et de la Banque africaine de développement, en sigle BAD, le 28 mai 2024 à Boisflé. L'appui du PS-Gouv aux pisciculteurs du village de Blanfla est constitué de scènes, d'épuisettes, de caisses de transport de poissons vivants, de tables de tri, de balances romaines, de brouettes, de pioches, de seaux et de paires de bottes. Ces équipements permettront aux 11 pisciculteurs de renforcer la production des ressources halieutiques dans la région de la Maraoué. Cet appui du PS-Gouv permettra de lutter contre l'exode rural et sortir les jeunes de la pauvreté. La pisciculture est une activité rentable. Dans 6 mois, la production pourrait atteindre 60 tonnes de poissons. Cette initiative contribuera à atteindre de meilleurs résultats pour une transformation qualitative des conditions de vie de la communauté villageoise de Blanfla. Dans un contexte d'attractivité croissante du secteur pétrolier et gazier, le Premier ministre ivoirien M. Robert Begré-Mambé a procédé le jeudi 30 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody au lancement de la plateforme numérique dédiée au contenu local. Grâce à cette plateforme numérique, il sera possible de réaliser des demandes ou des renouvellements d'agréments de manière digitale, de publier des appels à candidature et des appels d'offres, ainsi que de suivre et d'évaluer la mise en place de la politique de l'État en matière de contenu local dans les activités pétrolières et gazières. La mise en œuvre de la loi sur le contenu local intervient au bon moment.
Il s'agit, en effet, avec ce nouveau cadre, d'assurer une meilleure distribution des retombées économiques du développement de ces réserves. Le contenu local dans les activités pétrolières et gazières porte sur toute la chaîne des valeurs de l'industrie pétrolière et gazière. L'exploration, le développement, la production des gisements, le transport maritime ou terrestre, le raffinage, le stockage, la distribution des produits pétroliers, j'en passe. La loi sur les contenus locaux dans les activités pétrolières et gazières propose une demi-douzaine de mesures importantes. Il y a la catégorisation des activités, de sous-traitance pétrolière, de prestations de services et de fourniture de biens et services dans les activités pétrolières et gazières. La mise en place d'un agrément préalable pour l'exercice de toute activité de sous-traitance pétrolière, une liste évolutive d'emplois exclusivement réservés aux travailleurs ivoiriens, la définition d'objectifs annuels chiffrés que les sociétés pétrolières et l'ensemble des entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire doivent atteindre, le renforcement de la transparence dans les attributions de marché dans les activités pétrolières et gazières, la mise en place d'un mécanisme de planification et de redevabilité des entreprises en matière de contenu local. Grâce au contenu local, il est prévu que les activités pétrolières et gazières génèrent, entre autres, davantage d'emplois pour les populations ivoiriennes, une meilleure position des nationaux dans les organigrammes des entreprises, ainsi qu'une plus grande part de marché dans les entreprises ivoiriennes. Le contenu local représente une avancée significative dans le domaine des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les conditions sont réunies pour permettre à l'État et aux Ivoiriens de tirer pleinement profit des retombées des activités pétrolières et gazières sur notre territoire. Je voudrais donc lancer un appel solennel aux sociétés pétrolières et gazières ainsi qu'à leurs partenaires traditionnels, les multinationales du service pétrolier et gazier, pour qu'elles s'engagent résolument en faveur du contenu local. C'est dans notre intérêt à nous tous et c'est gagnant-gagnant. L'attrait croissant du bassin sédimentaire ivoirien place les industries extractives en position favorable pour devenir le deuxième moteur de croissance de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Un panel sous le thème « Le contenu local dans les activités pétrolières et gazières comme vecteur de la croissance durable en Côte d'Ivoire ». Enjeux, défis et perspectives ont par ailleurs été animés par des experts du secteur. Un petit saut à quelques enclavures simplement de la Côte d'Ivoire. Nous allons en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry où s'est déroulée une prestation de serment des cadres militaires et civils. Une prestation de serment grâce au reportage de Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, a présidé la cérémonie de prestation de serment des cadres de l'administration publique promus récemment en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Diba Diakité, ainsi que des membres du gouvernement. Il s'agit notamment des secrétaires généraux, des directeurs généraux et adjoints, des ambassadeurs, des conseillers, ainsi que des officiers de forces de défense et de sécurité. Considéré comme un devoir administratif depuis l'avènement du CNRD, la prestation de serment est un passage obligatoire pour tout commis de l'État bénéficiaire d'un décret présidentiel. Je souligne Kadiatou Fofana que dans mes fonctions d'inspectrice régionale du travail de Conakry, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité.
sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurer dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je veillerai toujours à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou des accords qui interviendront avant, pendant et après ma mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Je le jure. Par cet exercice solennel de prestation de serment, les commis de l'État clament également leur adhésion aux valeurs qui régissent les fondements de la nation et s'engagent à les protéger. Après avoir suivi avec intérêt la prestation de serment de ces hauts cadres de l'administration publique, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, a, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, rappelé la solennité de l'acte qui les engage désormais auprès de Dieu et du peuple de Guinée. Cet acte que vous venez de faire vous engage auprès du peuple de Guinée et auprès de Dieu également. C'est un acte fort qu'il ne faut pas banaliser. Le président de la République, le gouvernement, le peuple de Guinée compte sur vous pour assumer avec loyauté, équité et aussi avec vertu la mission qui vous est confiée dans vos fonctions respectives. Nous prions Dieu qu'il vous accompagne, qu'il vous assiste et qu'il vous inspire pour servir la Guinée, la République et le peuple de Guinée. C'est donc en ces femmes et hommes, filles et fils de Guinée, que le président de la République de Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a placé sa confiance pour l'accompagner dans sa détermination à construire une nouvelle Guinée faite de prospérité et de développement durable. Restons toujours en Afrique de l'Ouest, quittons la Guinée-Conakry pour le Burkina Faso, présidé par le désormais chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso nous a permis aujourd'hui de découvrir et de voir toutes les modifications de la charte de transition. Nous allons vous proposer le résumé de ces nouvelles modifications de la charte de transition au Burkina Faso. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. La charte révisée stipule que la transition est prolongée pour une durée de 60 mois, soit 5 ans supplémentaires. Cette disposition n'empêche pas l'organisation d'une élection présidentielle pour mettre un terme à la transition, si la situation sécuritaire le permet. C'est l'une des décisions importantes prises par les forces vives de la nation, appelées à se prononcer sur la suite à donner à la transition qui prendra fin le 1er juillet 2024. Initialement prévu se dérouler sur 2 jours, une journée d'intenses travaux qui balise une nouvelle orientation de la gestion du Burkina Faso. La nouvelle charte confère au président de la transition le statut de président de la République du Burkina Faso.
Et une autre modification de la charte révisée stipule que le président de la République du Burkina Faso, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et tout autre acteur de la transition sont éligibles aux élections qui marqueront la fin de cette période transitoire, afin de définir, surveiller et superviser la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso. La nouvelle charte permet la création du CORAG dont les membres travailleront gratuitement. La nouvelle charte de la transition abroge les quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOP et l'ancienne opposition non affiliée. Cependant, l'Assemblée législative de la transition conserve néanmoins 12 représentants pour les partis et mouvements politiques de toute tendance. Un autre élément remarquable dans la nouvelle loi fondamentale est l'inclusion du patriotisme comme condition pour être nommé au gouvernement et être désigné à l'ALT. Cette signature de la nouvelle charte modifie et complète celle du 14 octobre 2022 et donne désormais aux organes de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration du Burkina Faso. Nous quittons le Burkina Faso pour les Comores. Les Comores, ce pays présidé par son Excellence Azali Assoumani. Le président Azali Assoumani, chef de l'État de Comores, réélu, a prêté serment en présence de certains de ses homologues africains et du peuple comorien dans un stade plein à craquer. Reportage Raoul Sankoui, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. Le président Azali Assoumani, élu avec plus de 57% des voix lors du scrutin du 14 janvier 2024, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président comorien, son Excellence Azali Assoumani, âgé de 65 ans, entame ainsi sa 8e année à la tête des Comores depuis son retour au pouvoir en 2016. La prestation de serment a eu lieu ce dimanche 26 mai 2024 au stade Omnisport de Moroni, en présence de plusieurs délégations, dont 5 chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République d'Angola, son Excellence Joao Lourenço, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République malgache, son Excellence André Rajoelina, le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, le président de la République du Mozambique, son Excellence Philippe Nyusi. Prenant la parole pour la circonstance, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au peuple comorien ainsi qu'à son président pour le leadership ayant ancré dans la conscience collective le destin généreux d'une nation des Comores, plus fraternelle et vivant dans la paix. Par la suite, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a convié les chefs d'État présents au stade Omnisport de Moroni à participer à la conférence sur la déforestation et le reboisement qui aura lieu du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. Après la prestation de serment devant son peuple, venu nombreux assister à la cérémonie, le chef de l'État comorien, son Excellence Azali Assoumani, a exprimé son message de circonstance dans lequel il s'est engagé à rassembler tout en utilisant le dialogue comme moyen pour résoudre les conflits aux Comores. La paix, la stabilité, la croissance économique ainsi que la cohésion nationale sont les chantiers que compte poursuivre le chef de l'État comorien, son Excellence Azali Assoumani, en vue de l'émergence de l'archipel des Comores d'ici 2030. J'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional et international où le monde est confronté à deux défis majeurs sanitaires, sécuritaires et de changement climatique. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Les dépenses consacrées aux festivités de l'investiture sont critiquées par l'opposition comorienne,
alors que le pays fait face à une épidémie de choléra et à des inondations dévastatrices. Nous quittons les Comores pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire présidée par son Excellence Alassane Ouattara. Est-il besoin de le rappeler? Oui. Pour tous nos téléspectateurs qui nous écoutent à travers la planète aujourd'hui, et quand on sait qu'Internet met pratiquement l'information à l'entrée de toutes nos maisons, pour ne même pas dire nos cases. Effectivement, la Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence Alassane Ouattara, a aujourd'hui une pratique efficace pour convertir et occuper la jeunesse de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la promotion de la jeunesse dirigé par un jeune, brillant ministre, M. Touré Mamadou. Effectivement, la jeunesse de Côte d'Ivoire est prise en compte par des actes concrets du ministre de la promotion de la jeunesse, M. Touré Mamadou, en leur apportant satisfaction au quotidien. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ika. Très actif à la tête du ministère de tutelle, M. Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que porte-parole adjoint du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, est au chevet et à l'écoute afin d'apporter satisfaction à la jeunesse ivoirienne dans son entièreté. Le gouvernement est engagé à pallier le manque d'opportunités d'insertion sociale qui peut devenir un danger pour la stabilité de ces espaces. Notons que 29 991 jeunes ont bénéficié des projets mis en œuvre dans les zones frontalières du Nord. On peut citer entre autres 8000 acteurs du secteur informel bénéficiaires de subventions pour le développement de leurs activités génératrices de revenus, en sigle AGR, 5413 jeunes bénéficiaires de financement des AGR, 372 micro et petites entreprises en sigle MPE, financés au profit de 1117 jeunes, 28 projets structurants financés au profit de 280 jeunes bénéficiaires. 20 start-up ivoiriennes à l'honneur à Paris. C'est dans le cadre de Viva Technologie 2024, en sigle Vivatech 2024, qui s'est tenu du 22 au 25 mai 2024 à Paris, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, M. Mamadou Touré, et son collègue, chargé de la transition numérique et de la digitalisation, ont conduit une importante délégation afin de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. Placée sous le thème The Future is Now, cette 8e édition a mis à l'honneur 20 start-up ivoiriennes, retenues au terme d'une rigoureuse sélection, avec un fort dénominateur sur le potentiel de croissance et leur capacité d'impact positif, durable dans les secteurs désignés. La participation de la Côte d'Ivoire à cet important forum de l'innovation technologique traduit l'engagement de la détermination des autorités ivoiriennes à mettre en avant le potentiel du biotope entrepreneurial ivoirien et à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux majeurs pour accompagner le plan d'accompagnement et de développement des startups en sigle PADS et de participer aux différentes activités pour s'imprégner des expériences d'autres pays. Entre 2020 et 2022, ce sont plus de 2847 jeunes porteurs de projets numériques qui ont été accompagnés par le gouvernement pour plus de 577 millions de francs CFA. Après toutes ces prouesses du ministre de la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui veut véritablement voir toute la jeunesse occupée, c'est-à-dire respecter la feuille de route qui lui a été dictée par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Ce brillant ministre fait des prouesses, comme vous le constatez. Sur notre média et à travers cette émission, vous avez l'information vraie. Une information qui nous permet de vous présenter notre grand format. Dans cette émission, nous accordons à la fin une rubrique sur le grand format. Ce grand format sera consacré à la Côte d'Ivoire, aux événements politiques. Quand on sait que dans quelques mois, à peine 16 mois, oui disons, se tiendra en Côte d'Ivoire l'échéance suprême, pour ne pas dire l'élection à la magistrature suprême de ce très très grand pays, un des pays mastodontes de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons décidé comme ça de vous accorder un grand format pour vous parler un tout petit peu après les différentes réunions des autres partis que nous, ici, nous n'appelons pas partis d'opposition. Ici, nous disons simplement d'autres partis. Des partis politiques et non des partis d'opposition.
Parce que quand nous écoutons un peu ça et là dans ces pays développés, dans ces pays qui nous ont apporté, qui ont essayé de ramener en Afrique ce qu'on appelle, entre griffes, la démocratie, on n'a jamais entendu parler en Europe de parti d'opposition. On n'a jamais entendu parler dans celle qui se revendique être l'une des plus grandes démocraties au monde, les États-Unis. On n'a jamais entendu parler d'un parti d'opposition. On parle des partis gauche, des partis de droite. Et quand il s'avère de l'Afrique, on veut nous parler des partis d'opposition. Non, 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 on parlera aussi, nous, ici, des partis politiques de gauche ou de droite. Et là, nous allons nous focaliser sur un parti, disons, de droite et centriste, mais c'est le RHDP. Dans ce grand format qui est consacré au RHDP, le parti au pouvoir, qui s'est réuni le lundi 27 mai dans une cérémonie d'information sur la préparation de la présidentielle 2025, présidée par M. Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du RHDP, le parti au pouvoir. Reportage depuis le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, dont le quartier résidentiel de Cocody. Ousmana Koulibaly, assisté de l'évite Elie Vonan, Marcel Bassolé, Constant Ika. C'est à un ballet de cylindrée que nous avons assisté à l'arrivée des militants et cadres du RHDP dès 9h ce lundi 27 mai au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Cocody. Pour un lundi pas comme les autres, ils étaient tous là. Les cadres du RHDP, membres du directoire, les membres du conseil politique, les membres du gouvernement, les ministres gouverneurs, le secrétariat exécutif, les membres du cabinet du président du directoire, les membres du cabinet du secrétariat exécutif, les secrétaires nationaux et leurs adjoints, les coordonnateurs principaux associés et adjoints, les députés, les sénateurs, les présidents des conseils régionaux, les maires, les secrétaires départementaux et leurs adjoints, les présidents et présidents des bureaux exécutifs nationaux, des structures spécialisées et leurs bureaux, les CGL, départementales, zone Abidjan, les secrétaires de zone. Tous ont fait le plein du Palais des Congrès de l'hôtel Sofitel d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour cette grande réunion des cadres du RHDP. Honneur à la nation. Le président du directoire du RHDP, M. Gilbert Koné-Kafana, est monté au créneau et a donné le top départ pour la mobilisation générale en vue de la présidentielle 2025, en présence de tous les membres constituant les organes du Parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, en sigle RHDP. Un seul souhait, une victoire écrasante du candidat du RHDP pour ne permettre aucune contestation au lendemain des élections présidentielles. Nous nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c'est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son Excellence M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Le suspense est élevé. C'est désormais sans l'ombre d'un doute que l'objectif du RHDP est de garantir une large victoire au candidat naturel, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2025. Jour après jour, à 1 an et 4 mois, le lundi 27 mai a été choisi pour sonner cette mobilisation en s'imposant comme l'un des plus grands partis de Côte d'Ivoire. Si les recommandations du RHDP sont claires, à savoir renforcer l'ancrage du RHDP sur toute l'étendue du territoire national, être un parti d'avant-garde capable de porter les aspirations des Ivoiriens, pérenniser la vision du président du parti, consolider la paix retrouvée et poursuivre le développement exponentiel de la Côte d'Ivoire, l'identification des militants RHDP par le e-militant, par une présence massive sur les listes électorales, tout en intensifiant la consolidation du RHDP à la base. Ce fut les messages aux secrétaires départementaux et les coordinations régionales du parti. Quant aux coordonnateurs régionaux, départementaux et cadres du parti, le président du directoire, M. Gilbert Koné-Kafana, a insisté sur leur responsabilité dans la préparation de l'échéance suprême. La mise en avance des bons résultats de la gouvernance Ouattara sera un atout
inconditionnel de cette campagne, a insisté le président du directoire, M. Gilbert Kafana-Koné. Mesdames et messieurs les coordinateurs régionaux, votre responsabilité est donc grande. Votre mission immédiate, c'est la préparation dans les régions de l'élection présidentielle de 2025. Pour la réussite de cette importante mission, vous avez déjà un atout maître. Il s'agit du bilan plus que positif de la gouvernance du président de la République, président du parti, au magistère suprême de notre pays. Les bons résultats du président Ouattara à la tête de l'État sont à eux seuls un argument de campagne électorale, un argument qui a donné au RHDP les meilleurs suffrages depuis 2015. Votre travail sera d'autant plus aisé que le peuple de Côte d'Ivoire, chaque jour, reconnaît l'ampleur et la qualité de la grande œuvre de construction nationale accomplie par le chef de l'État. La ferveur et la grande mobilisation autour des cérémonies d'hommage organisées par les districts et les régions en sont un témoignage éloquent. Cependant, le meilleur hommage que chaque district et chaque région devra rendre au chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle de 2025. La présidentielle 2025 c'est assurer une victoire sans précédent au candidat naturel du RHDP, ce qui doit être l'objectif commun de tout militant, sans exception, par une débauche d'énergie dans la discipline et la cohésion, a insisté le président du directoire du RHDP, M. Gilbert Kafana-Koné. Les ambitions personnelles devront être proscrites au profit de l'intérêt supérieur du RHDP, donc de la Côte d'Ivoire, a insisté en résumé un rappel de consignes le porte-parole principal du RHDP, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Le RHDP a tenu ce lundi 27 mai 2024 la 4e instance de la grande réunion de l'encadrement politique du parti de 10h à 13h au Palais des Congrès sous la direction du président du directoire, M. Gilbert Koné Kafana, au représentant de son Excellence, M. le Président de la République. Cette instance a essentiellement été consacrée à la mobilisation générale de tous les organes du parti pour la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La réunion a recommandé aux nouveaux coordonnateurs régionaux de consolider la cohésion du parti à la base, de préparer rigoureusement l'opération spéciale de délivrance des pièces d'identité, la révision de la liste électorale et l'élection présidentielle de 2025. La réunion a réaffirmé l'attachement indéfectible de toutes les structures au président du parti. Elles se sont engagées à se mettre en ordre de bataille pour la préparation à la victoire éclatante du président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2025. Ayant épuisé son ordre du jour, la grande réunion de l'encadrement politique du parti a mis fin à sa séance à 13h. Fait à Abidjan le 27 mai 2024, le porte-parole principal, votre serviteur. Les consignes à tous les membres du directoire, les coordonnateurs régionaux, départementaux, les cadres du parti, les secrétaires départementaux sont résumées en une seule phrase. Gagner la présidentielle 2025 au premier tour, avec un score qui n'ouvre à aucune contestation. Les cadres du RHDP se sont exprimés au micro de CNN. À mon avis, c'est déjà la détermination des militants. Vous savez, ce qui fait la force d'un parti, c'est l'engagement
que les militants montrent, c'est leur discipline. Et aujourd'hui, on a pu voir l'engagement des militants du RHDP qui sont toujours aux côtés du président Alassane Ouattara et qui aujourd'hui montrent qu'ils suivront à la lettre toute instruction qui sera donnée relativement à l'élection présidentielle de 2025. Et nous sommes heureux puisque le directeur a recommandé que les nouveaux coordonnateurs, aussi bien principaux que régionaux, qu'ils fassent dans un délai d'une semaine leur bureau et qu'ils donnent la liste des cadres du RHDP qui aident le parti à vivre. On dit qui veut gagner une guerre la prépare. Donc c'était une occasion aujourd'hui pour le directoire d'organiser, de mettre en bataille, en ordre de bataille, les différentes structures pour que nous puissions aborder avec sérénité et efficacité les élections futures de 2025. Cette réunion-là est une très bonne réunion puisque l'avantage de mettre tout l'appareil du parti en ordre de bataille. Il y en a qui trouveront que ça a été trop tôt, 16 mois avant les élections, mais il vaut mieux, quand on va aller loin, on prépare sa monture. Et c'est ce que la haute direction du parti a fait. Et je pense que ça met tout le monde en mouvement et tout le monde prend sa responsabilité pour que la victoire au finish soit une chose facile pour tout le monde. C'est avec grande satisfaction que je me permets de vous donner rendez-vous aux prochaines éditions et surtout je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme d'1 heure consacré à la politique vraie, aux informations vraies, à l'économie vraie de l'Afrique et surtout un zeste sur le tourisme où vous avez sûrement apprécié toutes nos villes africaines et voir qu'il vaut mieux prendre des vacances ou encore aller faire des affaires dans toutes ces villes africaines qui vous offrent un super cadre touristique et aussi des affaires. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant que vous avez fait le très bon choix de rester sur votre petit écran, celui que vous avez choisi, pour regarder ce programme qui vous est offert comme ça toutes les semaines. Et n'oubliez pas que ce programme est diffusé simultanément sur www.cnntv.ci et sur Radio Voltage 2, la radio mondiale Voltage 2, dont l'application vous téléchargez sur Google Play, sur Apple Store, et en replay sur www.ciwebinfo.net. Je suis Constieka. Au revoir.